Bonsoir à tous, ça fait vraiment plaisir, il y en a ça fait longtemps. Les amis, vous savez du coup, le mardi 1er octobre, eh bien il n'y aura pas de live pour une très bonne raison. Puisque nous allons enfin tourner pour le film Noob, qui sortira au Grand Rex en mars 2025. Nous allons faire nos scènes, Sacha Nekou et moi, dans le film Noob. Alors j'ai extrêmement peur, ça va être, ça se trouve, un massacre. On va être extrêmement moche à la caméra, je n'en sais rien, on va jouer très mal. C'est comme ça. Et surtout, le 1er mars 2025, pour la soirée au Grand Rex, eh bien il y a la soirée Noob avec l'avant-première évidemment du film, mais également des pièces de théâtre et un concert Starry Sky spécial Noob. Et on va le faire en featuring intégral avec le compositeur des OST de Noob, qui est Benjamin Oziel, qui a fait notamment toute l'OST du jeu vidéo Noob, le jeu vidéo dont nous sommes les personnages principaux. Donc du coup, à ce titre, eh bien, nous jouerons le concert Starry Sky, featuring Benjamin Oziel, le compositeur des OST de Noob et le compositeur de toute l'OST du jeu vidéo, un mec incroyable, un excellent claviériste. Eh bien, nous allons faire tout le concert avec lui. J'ai hâte. Alors, Gomme Metal qui me demande, j'ai une petite question par rapport à une vraie décision. Je souhaiterais avoir ton avis sérieux. Je voudrais plus que tout me lancer dans la musique. Que penses-tu de me lancer maintenant en 2024 et quels conseils as-tu à donner? Waouh. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Le problème, c'est que c'est une question qui est pas assez précise. En fait, il y a tellement de possibilités de 1. Et de 2, moi, je peux te dire ce que j'imagine faire. Mais je suis peut-être pas très bien placé pour te répondre. Parce que mon histoire n'est pas celle de quelqu'un qui se lance aujourd'hui en 2024. Donc, en fait, il faudrait préciser la question. Déjà, se lancer dans la musique, c'est quoi? C'est être artiste. Il y a beaucoup de métiers dans la musique. Et il faut savoir qu'est-ce qui est dans le panel de ce que tu veux, déjà. Et ensuite, eh bien, je suis même pas sûr d'être très bien placé pour le dire, puisque c'est pas comme si on avait une carrière de mégastar mondiale, quoi. Donc nous, on a un parcours qui subsiste jusque-là, notamment grâce à la communauté, clairement. Merci de venir au live de Twitch, merci de venir au concert pour ceux qui viennent au concert et de nous soutenir. Mais d'ailleurs, je vous prépare mentalement, peut-être, voilà. Nous prévoyons mentalement l'idée de faire le crowdfunding pour l'album Constellation en 2025, début 2025, le crowdfunding Constellation. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Économiser pour le crowdfunding Constellation, la secte, n'est-ce pas? Pour ceux qui comprennent pas les nouveaux, hein, le délire de la secte, c'est assez particulier en fait. On appelle la commu la secte parce que ils sont tellement vénères que en fait c'est un peu comme si on était des gourous et vous étiez des membres de secte, quoi. On assume. C'est une ref, voilà, c'est une ref. C'est une ref. Ça vient d'un délire, hein, à la base. Économiser la secte pour début 2025. Effectivement, je comprends ta réponse. Je dirais, pour préciser, c'est le format de groupe. Ah, c'est compliqué, hein. Groupe, donc groupe de composition originale, ou groupe de cover, groupe de concert, ou groupe de studio, ou les deux. Tu vois, c'est assez large. Moi, je dirais que si Starry Sky, je devais le redébuter, de le recommencer de zéro, voilà, comme le titre l'indique, en 2024, c'est très difficile de savoir ce que je ferais parce que j'aurais pas du tout le même statut. Mais je pense que le meilleur bail... Déjà, étape numéro 1 avant de penser à faire quoi que ce soit, je pense, c'est de savoir composer et produire de la musique, en fait. Il y a un petit peu un piège là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir faire... En fait, tu peux pas espérer avoir une carrière si t'es pas doué en musique. Ça, c'est une évidence. Hackban qui économise, merci beaucoup. Alors en fait, je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était... J'avais entendu une vidéo de Junkie XL, je crois qu'il disait. On lui demandait des conseils pour percer dans le milieu de la musique. Et il disait, en fait, je pars du principe que si tu me dis ça, c'est que t'es doué en musique. Parce qu'en fait, si t'es pas doué en musique... le talent, c'est pas un plus pour percer, en fait. Le talent, c'est un prérequis. Genre, c'est non négociable. Non, je t'en prie, Gomme Metal, c'est très intéressant comme question, c'est juste que je ne sais pas du tout si je suis vraiment apte à répondre, quoi. Donc il faut prendre vraiment ce que je dis avec des pincettes. En fait, c'est un peu un piège, parce que quand je dis que le talent c'est un prérequis, c'est un piège parce qu'il y a plein de gens, ils attendent d'être au niveau pour se lancer. Et ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Parce qu'en fait, tu peux pas être au niveau sans te lancer. Ironiquement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut se lancer le plus vite possible. Alors, il faut pas rusher les trucs, hein, mais il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se lancer. Pour le dire à l'envers, en fait, chaque jour que t'attends pour te lancer, ça va être de plus en plus dur. Voilà, chaque jour de ta vie où t'attends, pour tout un tas de raisons. Parce que déjà, percer en 2024, c'est plus difficile que de percer en 2014. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Ça veut dire que c'est plus dur. Percer en 2014, c'est sans doute plus dur que de percer en 2004, etc., etc. C'est pas exactement vrai, mais vous comprenez. C'est un peu comme acheter des apparts, quoi. Ensuite, il y a aussi le fait, il y a l'âge. Donc c'est pour ça qu'il faut se lancer dans la musique le plus vite possible, pour se faire une expérience le plus vite possible, en fait. Une expérience de ce que c'est que de vivre de la musique ou pas, de connaître l'industrie de la musique, de se faire un network dans la musique. Il faut se lancer
voir ce qui marche pas, réessayer, voir ce qui marche pas, réessayer, voir ce qui marche pas, réessayer. C'est comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale, sauf que c'est encore plus dur. Mais en gros, il faut se lancer le plus vite possible. Et alors, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais c'est juste qu'il faut se lancer. Il faut passer le cap de se lancer et de faire des choses. Faire des choses, échouer, parce que on va pas se mentir, c'est quasi impossible de ne pas se planter la gueule au moins 100 fois. Moi, avant de, entre guillemets, je mets avec des gros guillemets, hein, CPR sur YouTube en 2014, j'ai passé 10 ans à faire des trucs qui n'intéressaient personne, son père, vraiment. Donc, il faut se lancer et s'améliorer jusqu'à trouver le truc entre ce qui marche, ce qui te plaît, ce que tu es en capacité de faire. Voilà, il y a un équilibre à trouver entre tout ça et ça, c'est pas facile, quoi. RPZ, les barres vides, voilà. Et souvenez-vous, exactement, pour m'autociter, quand vous faites des choses, il se passe des choses. Tu vois, la question est très difficile. Moi, si je peux rajouter un deuxième conseil, n'attends pas les autres. Si tu attends les autres pour faire quelque chose, tu le feras jamais. Ça veut dire, tu as besoin d'un guitariste parce que tu sais pas jouer de guitare. Et ben, soit t'en as un, là, qui peut le faire, mais maintenant, soit, bah, apprends la guitare. Voilà. J'ai besoin d'un mec qui sait faire de la vidéo pour faire le clip. Non, 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 non. Soit tu te filmes toi-même, soit tu demandes à quelqu'un qui sait pas filmer de tenir la caméra et tu te démerdes. En fait, comme disait Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Il faut arrêter de tout remettre à l'endemain. Ça vaut pour le matos et ça vaut pour les gens. Faut arrêter d'attendre. Oui, mais j'ai pas le matos. Oui, mais j'ai pas la connaissance. Les connaissances, je connais personne qui sait faire ça, qui sait faire ça. Mais apprends. Et tout, c'est valable pour tout. Je connais personne qui sait faire des tournées, bah organise des tournées. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est viandé comme des merdes, mais on l'a fait. On sait pas comment mixer, comment produire un son, et ben apprends. En fait, pourquoi je dis ça? Ça veut pas dire qu'il faut tout faire tout seul à tout prix. Ça veut dire qu'il faut être l'instigateur, il faut être le démarrage de chaque action. En fait, tu auras des gens qui seront prêts à t'aider dans ton projet et à rejoindre ton projet qu'à partir du moment où tu auras été capable d'avancer ton projet tout seul. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais quand on dit tout seul, on va plus vite, c'est qu'il faut forcément que ça démarre tout seul à un moment. Il faut forcément que ça démarre par l'impulsion de quelqu'un. Et l'impulsion de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est prêt, qui est tellement motivé, qui se dit, même si je suis tout seul et que personne ne m'aide, eh ben je vais faire mon truc. Peut-être que ce sera plus long à faire, peut-être que ce sera moins bien, mais je vais le faire. Tout seul s'il le faut. Voilà, c'est ça le point important. Si tu dis, si c'est juste des paroles, les gens, personne ne va t'aider sur des paroles en fait. C'est logique. Il faut, on ne va suivre que les gens qui sont capables d'avancer tout seuls. En fait, c'est ça ma logique. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais, en fait, il faut juste faire le maximum possible et le mieux possible. C'est tout. Il faut juste être conscient que vouloir bosser dans la musique, et ça, je pense que tout le monde le sait, c'est un sacrifice d'une vie. Est-ce que Constellation sera une suite logique à Time Shift? Pas vraiment, mais musicalement, on peut envisager ça comme ça. En tout cas, il y aura... c'est un univers qui est cohérent, je pense. Voilà. Ne pas être un idea guy. Ouais, c'est ça. En fait, les idées ne valent rien toutes seules. Les idées ne valent rien toutes seules. Il faut faire les choses. Je pense que c'est les meilleurs conseils qu'on ait pu me donner, donc franchement, tu gères. Ah bon, merci, mais franchement, c'est... Je sais pas si c'est... Enfin, ça se trouve, encore une fois... Ça se trouve, je dis de la merde. Mais mon expérience de 15 ans en tant que professionnel de musique a tendance à me donner raison là-dessus. En tout cas, moi, c'est juste que... Je sais pas si ça me donne raison ou pas, en fait. Je sais juste que c'est ce que j'ai fait moi. C'est mon mindset. Ça m'a mené là où je suis. Mais il y a aussi le hasard. J'aurais très bien pu échouer lamentablement dans ce que je fais. Hein. Ça, ce n'est jamais... Et oui, Hera, c'est comme le dit Hera, les métiers artistiques, c'est valable pour la musique, c'est valable... Je pense que même en tant que dessinateur, c'est pire. Pour être honnête, j'ai l'impression, hein, quand je vois les dessinateurs, que c'est pire. Voilà. C'est encore plus dur. Ou alors, je sais pas si c'est plus dur, mais en tout cas, ça a des avantages et des inconvénients différents, quoi. C'est pas exactement pareil. Je parle sans le connaître, vraiment. C'est juste une impression que j'ai, donc. Je pense que c'est clairement légitime. Quand on voit son parcours, c'est super intéressant. Bah écoute, je te donne mon avis avec plaisir. Maintenant, il faut pas oublier que mon parcours, c'est aussi c'est un mélange de hasard et d'opportunité et de travail. J'aime pas les gens qui disent c'est 100% du mérite. En fait, les deux récits n'ont aucun sens pour moi. C'est pas que c'est un peu des deux, en fait. C'est que c'est littéralement les deux. Faut voir ça comme un facteur, quoi. C'est-à-dire, imaginons que ça puisse être numéroté, et ben le succès égale travail fois hasard. Travail fois chance. Sauf que si chance égale 0, bah travail ça peut être 200 000 et ça fait 0. Donc, mais malheureusement, chance, on peut rien y faire. Chance, on peut pas vraiment faire quelque chose. Donc du coup, la seule variable sur laquelle on peut jouer, c'est travail. Donc autant maximiser travail le plus possible. Et chance, bah on ne choisit pas. Donc on verra bien. Voilà, c'est comme ça que je le vois. En fait, la chance, tu la provoques avec le travail. Donc en fait, finalement, travailler et puis... et c'est une course d'endurance. Hein.
C'est aussi ça qu'il faut réaliser. Ce n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Et ça, tout le monde l'oublie. Le jeu, c'est pas celui qui va le plus vite. Le jeu, c'est celui qui va le plus loin et qui tient le plus longtemps. Et alors, quand je vous dis celui qui tient le plus longtemps, vous n'avez même pas idée des échelles de temps. C'est très dur de tenir longtemps. En fait, si tu tiens un jour de plus, tu tiens un jour de plus que tous ceux qui ont abandonné aujourd'hui. Donc, c'est une course d'endurance. C'est important d'aller vite, comme dans un marathon, mais c'est important de tenir sur la longueur. C'est plus important. Voilà. C'est des grandes phrases philosophiques comme ça qui veulent tout et rien dire, mais vous avez compris quoi. Ça t'est déjà arrivé d'exploser, de vouloir tout arrêter ou d'être découragé? Alors oui et non, c'est-à-dire que bien sûr j'ai des moments où j'ai l'impression que j'ai envie de tout plaquer. Ça arrive. Mais dans les faits, je sais très bien que je connais ma nature en fait. Alors, ça peut changer, hein, on évolue en vieillissant, mais j'ai vraiment le sentiment que je suis du genre à me battre jusqu'au bout. Moi. Ça veut pas dire que je peux pas abandonner, c'est faux. Mais ça veut dire que j'abandonnerai que le jour où je me sentirai vraiment 100% découragé. Et tant que j'ai une idée à tenter, j'abandonnerai pas, c'est sûr. En vrai, c'est bizarre, mais ça me donne encore plus envie de me lancer. Suis-je bizarre? Non, c'est pas bizarre. Je vais t'expliquer pourquoi, Gomme, c'est pas bizarre. C'est parce que c'est marrant parce que, bien sûr, on se plaint tous de notre situation. En plus, on est français, hein, évidemment. Alors, on se plaint tout le temps. Donc moi, je râlais, je racontais mes problèmes. Voilà, je râlais comme ça. Et j'avais un très bon ami à moi du groupe Centenary Hawk, Sylvain, le guitariste, qui était avec moi et qui me disait, mais putain. Moi, je donnerais n'importe quoi pour faire de la musique tous les jours. Et là, j'ai réfléchi à ma situation et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai que c'est stylé. Alors, il y a quand même des moments où on fait pas de la musique, on travaille sur d'autres trucs qui sont moins marrants, mais globalement, c'est quand même stylé de faire ce qu'on fait. Voilà. C'est juste que, disons, ça dépend aussi de ton profil. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, je pense que ça se voit, extrêmement angoissé, extrêmement stressé. Et en fait, quand t'as rien, tu stresses de ne rien avoir. Tu stresses parce qu'il faut que t'aies quelque chose. Mais quand t'as quelque chose, tu stresses de le perdre. C'est une angoisse différente. Je sais que c'est facile de s'imaginer que pour les gens qui sont un peu plus connus, c'est simple. C'est forcément plus simple, mais c'est pas pour autant simple. Surtout que nous, on n'est pas non plus ultra méga connus, donc il faut aussi réaliser ça, quoi. Il y a une grosse différence entre les niveaux de fame. Pourquoi est-ce que votre univers est si concentré sur les étoiles? Star Sky, Stardust, Constellation. Eh bah écoute, je sais pas trop quoi répondre à ça parce que c'est cool, enfin parce qu'on aime bien. En fait, moi, pour être honnête, déjà, j'aime bien l'astronomie. Déjà, je suis très fasciné par l'astronomie. Mais en même temps, je trouvais que tous les animés des années 2000 qui m'ont vachement influencé, elles avaient vraiment une thématique basée sur le ciel étoilé. Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent dans les animés des années 2000. Surtout que moi je regardais pas vraiment, je regardais très peu de shonen. Je regardais surtout des slice of life, des trucs comme ça quoi. C'est très différent comme style. Ce qui est un peu chiant avec les métiers passion, c'est que certes tu bosses vraiment sur ce que tu kiffes tout le temps, mais comme ça devient ton taf, tu te mets encore plus de pression et c'est très facile de perdre cette passion complètement, mais complètement. En fait, c'est une dinguerie, mais je vais vous faire une analogie super simple. Prenez Minecraft ou World of Warcraft. Super fun. Ce qu'on fait dedans, farmer, c'est du travail. Faire des quêtes, c'est du travail. Donc on est en train de travailler en fait. Et alors encore plus sur des jeux qui simulent du travail. Hein. Même du travail fictif, quand ça simule du travail, c'est encore pire du coup. Mais pourquoi c'est marrant? Parce qu'on choisit de le faire. La différence, c'est le fait de choisir de le faire. La différence entre le travail et le plaisir, c'est qu'il y en a un qui t'est imposé. Et alors maintenant, si je t'oblige à jouer à Minecraft tous les jours, t'inquiète pas que dans 3 mois, tu pètes un câble. Parce que t'es obligé. C'est humain en fait. Moi, j'adore dans les jeux vidéo faire des trucs qui servent à rien. Je perds mon temps, putain. Mais c'est le kiff parce que je le fais de mon plein gré, je sais pas expliquer. Et des fois, la musique, ben ouais, j'adore la musique, mais le simple fait d'avoir une deadline et d'être obligé de le faire, j'ai plus envie. Et ça, je pense que vous comprenez tous ce feeling-là. Donc, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent absolument garder leur passion comme passion. C'est-à-dire comme hobby. C'est-à-dire qu'ils savent que vivre de la musique, ce serait pour eux détruire la passion qu'ils ont dans la musique. Ça veut pas... Évidemment que je kiffe toujours la musique. Mais évidemment que ça a altéré aussi mon plaisir et mon jugement sur la musique. C'est inévitable. C'est quoi qui te remotive à continuer? J'adore les concerts, mais ce serait mentir que de dire que j'aime tous les concerts. J'aime les bons concerts, voilà. Et cette volonté de revoir cette expérience se faire m'encourage à continuer parce que j'adore ça. Ensuite, j'aime beaucoup savoir que des gens écoutent ma musique. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super et j'aime beaucoup pouvoir parler avec des gens qui ont écouté ma musique ou parler avec des musiciens ou parler avec des gens passionnés de musique. Et c'est vrai que des gens qui ont écouté ma musique et qui ont des choses à dire dessus, ça m'a toujours intéressé d'écouter ce qu'ils avaient à dire et d'échanger avec eux. Il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi aux détails et ça c'est vraiment mes plus grands plaisirs dans ce métier, il y en a plein. Il y en a plein. J'aime beaucoup composer, mais c'est juste que des fois c'est forcé. Donc c'est ça qui est un peu dur. Mais quand c'est pas forcé, je kiffe de ouf. J'aime beaucoup les concerts, j'aime beaucoup rencontrer le public. Et spécifiquement le public de ceux qui connaissent bien ce que je fais. C'est très égoïste hein, ce que je dis là. Hein. Je dis pas que ça m'est dû et que ça devrait être comme ça. Je dis que ça, c'est vraiment quelque chose qui me pousse à continuer. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait les lives. Hein.
Pour la campagne Constellation, est-ce qu'il y aura des contreparties aussi poussées que pour la campagne Timeshift? On va essayer, mais je sais pas encore. Donc d'ailleurs, je prépare tout le monde. Mindset les amis, je vous prépare mentalement. Début 2025, nous allons essayer de faire la campagne de financement pour notre prochain album, l'album des constellations. Les constellations, et on va faire les 12 constellations d'un coup. Je vous promets que l'album sera livré la même année que la campagne. On va essayer de faire ça en 2025. Donc préparez-vous, économisez votre tunasse, la secte, économisez le maximum de thunes pour lâcher des 200 balles, des 500 balles, des 2000 balles sur la campagne, parce que on va faire des trucs collector, comme d'hab. Il y aura aussi des trucs moins chers, heureusement. On mise quand même beaucoup d'espoir sur la campagne de financement des constellations l'année prochaine. On se doute bien qu'on va pas dépasser Timeshift, parce que Timeshift c'était absolument dantesque, c'est incroyable, et en plus c'était un timing avec le Covid et avec un buzz qu'on venait de faire et tout, enfin impossible de reproduire ça. Mais c'est une campagne qui va être très importante pour nous et pour la suite de Star Sky. J'avais fait une réaction sur un reel sur ce qui s'était passé sur Linkin Park, et on est à 83, ça se met pas tout seul, 83% de gens qui veulent que j'en parle. Donc, eh bien, je pense qu'on va en parler. Linkin Park, c'est une de mes influences les plus grosses. J'ai découvert une partie de la musique et une partie de ce que j'aime dans la musique grâce à Linkin Park. C'est mon premier vrai groupe de métal. C'est une dinguerie quand on pense que c'est un phénomène à ce point-là. J'ai un affect très très fort sur les chansons, et surtout à Meteora, qui était mon premier album. Hybrid Theory et Meteora, forcément. Ça a été des révélations, je pense, pour énormément de gens de cette époque. Moi, mes chansons préférées, je pense, Easier to Run, qui est pas souvent citée, mais c'est probablement une de mes chansons favorites of all time. Et en fait, ce qui me choque énormément avec Linkin Park, alors forcément, je suis extrêmement subjectif, c'est un des rares groupes qui ont des chansons qui sont plutôt simples. Parce que moi, j'écoute quand même des trucs de nerd vénère, genre du prog, des trucs vraiment de gens qui... On voit dans ma musique que j'aime que les trucs un peu où il se passe des trucs vénères. Linkin Park, c'est des chansons vraiment très simples et des chansons très courtes, mais avec un vrai travail sur la production, très avant-gardiste et très... c'est pas très daté, quoi. Même aujourd'hui, on écoute et ça tient la route. Je pense que c'est en grande partie dû au génie de Mike Shinoda. Mon avis sur Linkin Park, c'est ça déchire sa mère à un point qui dépasse toutes mes attentes. J'avais pas d'attente, mais en fait, c'est faux de dire que j'avais pas d'attente, qu'on a forcément des attentes. Alors j'avais imaginé plein de trucs possibles, sachant que moi-même, en tant que producteur et en tant que quelqu'un qui a une carrière, je me suis un peu projeté, peut-être, voilà, à tort, dans ce que Mike Shinoda et les autres pouvaient se dire. Et j'ai essayé d'imaginer plein de choses, et donc j'ai imaginé tout ce qu'ils auraient pu faire, mais je dois admettre qu'ils m'ont pris de court, et que ça dépasse largement tout ce que j'aurais pu aimer. Je dirais même que je n'ai jamais autant aimé Linkin Park depuis Meteora que depuis que ils ont fait leur comeback avec cette chanteuse. Voilà, je le dis clairement. Minutes to Midnight était un bon album, mais l'excitation que j'en ai là, tout de suite, maintenant, avec The Emptiness Machine et la voix de cette chanteuse qui reprend même les anciens titres, elle est clairement au top du top. Je suis peut-être un peu un fanboy de Linkin Park, mais comme j'ai dit, moi Linkin Park, j'ai un peu lâché. En revanche, là, la musique qu'ils ont sortie avec la chanteuse Emily Armstrong, c'est un truc énorme. Voilà, je trouve ça abusément excellent. Voilà, je vous le dis tout de suite. Les anciens titres, pour moi, je n'ai rien à redire. Voilà, je sais que les gens sont très attachés à la nostalgie, machin, bidule, pour plein de raisons. Ils ont le droit. Moi, ça me va très très bien. Vraiment, je trouve qu'elle est super forte, qu'elle gère les anciens titres de fou, que les gens qui invoquent des arguments techniques, pseudo-techniques, de comme quoi elle serait pas assez douée pour les anciens titres, ils connaissent pas du tout de quoi ils parlent. N'importe quel chanteur professionnel, et il y en a eu sur YouTube qui ont fait des réactions, peuvent vous dire et vous attester que d'un point de vue purement technique, Emily Armstrong, elle défonce Chester. Voilà. Chester était un très bon chanteur, mais Emily est, d'un point de vue technique, bien meilleure, et on a le droit de pas aimer quelque chose qui est techniquement bon, mais d'un point de vue purement technique, objectivement, Emily sur les anciens morceaux, c'est vraiment excellent. Et je n'aurais pas du tout aimé qu'ils prennent un chanteur avec une voix similaire à Chester. La plupart des chanteurs qui ont une voix proche à Chester, je n'aime pas trop ça, pour être honnête, même s'il y en a des très bons d'un point de vue technique. En plus, j'aime beaucoup le fait que ce soit une femme, je trouve que ça apporte quelque chose en plus, et que malgré tout, elle a vraiment l'esprit de Chester dans sa manière de chanter. Et donc du coup, si vous voulez, si je suis un peu immédiat, je trouve que d'un point de vue musical, on dirait vraiment l'équivalent féminin de Chester. Voilà. C'est donc pas la même chose, puisque c'est une femme qui chante avec une voix de femme, mais elle est l'alter ego, presque, de Chester en termes de musique. C'est impressionnant à quel point elle a su s'approprier ses morceaux, et je trouve ça vraiment bien. Je trouve que
même de son vivant, Linkin Park aurait gagné à avoir une deuxième, à l'avoir en chanteuse et former un groupe avec 2 chanteurs. Ils auraient gagné au change à faire ça. Je pense qu'elle est vraiment parfaite dans ce rôle. Il faut aussi comprendre que le groupe, ça fait 7 ans, la mort de Chester. Ils l'ont dit dans l'interview avec la BBC, mais eux, ils sont passés par toutes les étapes. Mike Shinoda a quand même fait un album complet sur la mort de Chester. Je pense que c'est une des personnes qui le connaissait au mieux, donc qui est la plus respectueuse de ce que Chester aurait voulu. Chester a beaucoup dit que pour lui, il aurait toujours souhaité que Linkin Park ne soit pas juste lui, mais un groupe avec comme un truc qui est plus grand que juste sa personne. Et les fans n'ont pas du tout respecté cette volonté-là, je trouve. C'est d'ailleurs ce qui se dit dans la chanson The Emptiness Machine. Si vous écoutez les paroles, ça parle clairement des haters qui vont hate sur le retour de Linkin Park sans Chester. Et ça parle de Chester, ça fait des clins d'œil là-dessus. Quand elle dit There's a fire under the altar, donc ça veut dire il y a un feu sous la tombe, un truc du genre. Altar, je sais pas comment tu peux traduire. Ça veut dire clairement, ça fait une référence à Chester. Ça veut dire que Chester se retourne dans sa tombe à voir les haters hate sur la décision de Linkin Park. C'est ça que ça veut dire. Quand ils disent I just wanted to be part of something, ils sont en train de quote ce que disait Chester. Je veux juste être une partie de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est le groupe, c'est Linkin Park. Donc finalement, tous ces gens qui résument Linkin Park à Chester, je trouve que c'est non seulement pas ouf, mais en plus, bah moi personnellement en tant que compositeur, ça m'énerve. Voilà, je vais être honnête, parce que l'hôtel, voilà, c'est ça, merci pour la traduction. Moi ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai remarqué, et je le sais, c'est comme ça fait partie du jeu, mais les groupes de musique, c'est souvent résumé à leur chanteur. J'ai aucun inconvénient à ce que le chanteur soit le membre le plus important. Ça me semble logique. Mais je ne parle pas juste d'être le membre le plus important. Il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, le groupe, c'est juste le chanteur. C'est-à-dire qu'en fait, tous les autres membres du groupe, ils pourraient changer, ça pourrait être n'importe quoi derrière, ils en ont rien à foutre. Et si tu leur demandes, eh bien, ils vont faire « Non, moi, le groupe, c'est important, nanana. » Ils sont pas capables de citer qui sont les autres membres. Pour eux, un groupe, c'est le chanteur et les 4 autres connards. Voilà, et ça, je trouve que c'est hyper irrespectueux de réfléchir comme ça. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie, les gens ne pensent qu'aux chanteurs et aux vocalistes. C'est comme ça. Le vrai génie derrière Linkin Park, on va pas se mentir, si vous avez regardé tous les documentaires, c'est Mike Shinoda. C'est non négociable. Ça veut pas dire que les autres ne font rien. Les autres ont leur importance. Mais si vous regardez vraiment les documentaires, Mike Shinoda est vraiment à l'origine de 90% de ce qui se passe dans Linkin Park. C'est lui qui compose 3/4 des choses qui sont dans Linkin Park. C'est lui qui produit, qui coproduit ou qui produit intégralement tous les morceaux de Linkin Park. Tout passe par Mike Shinoda. Dans les interviews, c'est lui qui parle. C'est clairement la tête pensante du groupe. Et Chester serait complètement d'accord avec ça. Ils savent très bien quel est leur rôle dans le groupe. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Mais bien sûr, mais j'ai pas dit que Mike Shinoda a sa carrière solo. Hein. Quand il veut faire des trucs en solo, il a sa carrière solo. Mike Shinoda veut faire vivre le groupe Linkin Park. Et il laisse visiblement de la place à chaque membre du groupe. C'est juste que c'est une structure. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on dit que Mike Shinoda est la tête pensante, ça veut dire que c'est lui qui est à l'origine de ce qui se passe, mais il a besoin des autres quand même pour pouvoir faire ce qu'il fait. C'est un embranchement hiérarchique qu'il faut comprendre. C'est un workflow qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas du tout dire que les autres n'ont pas leur patte et n'ont pas leur importance dans ce qui se passe. C'est très différent. On a besoin de gens qui sont secondaires dans la hiérarchie, mais qui ont leur importance dans l'ensemble. Voilà, Vikovski qui dit « Je trouve que dans Emptiness Machine, ils ont réussi à retrouver l'ADN rock de Linkin Park. » Je suis extrêmement d'accord avec toi. Je trouve que c'est un morceau qui sonne comme si, en fait, il était directement l'album d'après Meteora. En fait, ça sonne beaucoup plus comme la continuité de Linkin Park après Meteora, plus que tous leurs autres albums. Et je dis ça sachant que Minutes to Midnight, c'était la suite de Meteora, que dans Living Things et The Hunting Machine, ils ont marketé l'album comme étant la suite spirituelle d'Hybrid Theory et Meteora, mais pas autant que la The Emptiness Machine. Ironiquement, sans Chester, ça sonne beaucoup plus comme la suite logique, selon moi, de Linkin Park après Meteora que tous les autres albums. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je m'emporte? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que je dis n'importe quoi? Merci beaucoup. Vous êtes très cool. Je suis très content de pouvoir discuter avec vous, franchement. Mais cette année, financièrement, au niveau du groupe, c'est assez catastrophique les revenus qu'on en tire. La vraie raison, c'est surtout qu'on est de plus en plus sur le marché. Aujourd'hui, il y a plein de groupes de musique. On est très très nombreux dans le milieu des conventions à faire de la musique. Et tous ces gens tirent les prix vers le bas. Je leur en veux pas, hein. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, la réalité, c'est surtout qu'on est de moins en moins trendy. Ça, on va pas se mentir.
La réalité, c'est qu'on fait moins de stats qu'avant. Alors, ça, vous pouvez dire que c'est à cause des trucs que j'ai au cul de je sais pas quoi, par exemple à cause du fait que j'ai une secte. Parce que ça, c'est vrai, par exemple. En réalité, je pense que les stats baissent pour tout le monde. On en parle avec plein de youtubeurs qui leurs stats baissent alors qu'ils ont rien, ils n'ont pas spécialement de problème dans leur com. Donc, du coup, bah, on est moins vendeur auprès des conventions. En même temps, eh bien, il y a plein de gens qui se mettent sur le marché des conventions d'un point de vue musique. Donc, bah, forcément, on est moins sélectionné. Donc, on a moins d'argent. Donc, voilà, ça fait une spirale qui fait que c'est très dur. Je m'accroche, j'espère qu'il y a juste des périodes de down et des périodes de up, et que ça va repartir dans une période de up. Il y aura peut-être des gros trucs qui peuvent popper, on a peut-être des très grosses collabs qui ont moyen de popper l'année prochaine. On a le bon espoir de faire la campagne de crowdfunding de Constellation, avec toutes les constellations et de pouvoir tout faire, de voir si ça nous redonne un poil de la bête, d'avoir à nouveau des conventions. On s'accroche, là il y a Maliki le jeu qui promet vraiment du lourd, on est en train de travailler très fort dessus, il y a des choses qui sont vraiment énormes, le jeu va être vraiment bien. On va tourner dans Noob et il y aura la soirée Noob au Grand Rex début mars. Et c'est des trucs qui en tout cas nous font nous accrocher à ce qu'on fait et nous font dire qu'on a raison de continuer et de continuer à faire ce qui nous plaît, même si c'est pas facile des fois. Et je suis vraiment content de faire ça. Donc je me plains pas du tout de cette situation, hein. Je suis pas du tout en train de dire que je suis à plaindre. J'ai conscience de ma chance et c'est justement parce que j'ai conscience de ma chance que je veux tout donner au maximum et ne rien regretter. C'est pour ça que je me défonce autant et j'ai envie de continuer de faire honneur à cette chance et de faire honneur à vous qui continuez de nous suivre. J'espère vraiment que ça continuera de vous plaire à l'avenir sur le long terme. C'était un discours encore où je suis parti en sucette alors que je devais quitter le live. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le live. Et puis, on se retrouve mardi prochain 19h. Streamez, tout recommencer de zéro. Streamez-le, s'il vous plaît, streamez-le. On va lui donner de la force. On veut que ça marche parce que c'est une chanson qui est quand même assez cool et que ça mérite d'être vue par plus de gens et que j'espère que ça pourra continuer encore longtemps de faire des chansons comme ça. Donc merci beaucoup à tous qui êtes là et qui croyez en nous et à tous ceux qui participent dans la secte, bien évidemment. Qui serais-je sans mes petits sectaires? Je sais pas comment on peut appeler ça, mais les membres de la secte, ça fait très plaisir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve mardi prochain. Allez, ciao ciao!